Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer ? Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques. La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast. Mais au fait, nous, c'est qui nous ? Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast Avant j'étais prof. Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship. À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros. Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements. L'euphorie du lancement, La solitude, les doutes, la persévérance, la passion. et enfin les audiences qui décollent. Au fil des années, nous avons affiné notre expertise. Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité. Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix. Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi. Si cette formation t'intéresse, sache que tu peux bénéficier de 5% de réduction en indiquant le code JUNIOR5, le tout collé et en majuscule. Je répète le code JUNIOR5. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept. 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de déterminer dans un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Pour ce nouveau PPP, je suis ravi de retrouver celle que vous aviez pu entendre, entre autres dans nos émissions consacrées à Scrubs ou encore Le Mentaliste. Je parle évidemment d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va très bien. Il fait chaud. Et elle est particulièrement dissipée aujourd'hui, ça promet. Notre invitée est une conteuse, écrivaine, comédienne et co-host du podcast Chat Mental. Je suis très heureux d'accueillir Anne Solo. Salut Anne. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va, super, pareil, un peu chaud, mais ça va. Bon, je précise que tu n'as aucun lien de parenté avec Harrison Ford. Si, c'est mon père. Je suis ton père. Vraiment, je suis navré, j'ai pas la ref. Au programme de ce deuxième PPP version 2024, on remonte moins loin dans le temps. Direction le 7 août 2005, date à laquelle débarquait sur la chaîne Showtime la série américaine Weeds, une création de Jenji Kohan. Au compteur, 8 saisons et 102 épisodes, elle s'est achevée le 16 septembre 2012, mais il y a un mais, j'y reviendrai plus tard. Weeds est disponible sur la plateforme TF1+, OCS, ainsi qu'en DVD. Pour vous donner un aperçu de cette série, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Tu veux supprimer les boissons allégées aussi ? Je suis d'avis de laisser les boissons allégées. Il faut penser à nos jeunes filles qui font attention à leur poids. Les plus âgés ont 11 ans. Les régimes, c'est pas indiqué. On dirait qu'elle s'est Il n'est fait jamais botoxer trop tôt le pour haut faire. du nez. C'est absurde de croire qu'il y a un Elle a dû âge. vouloir se À faire 11 ans, plaisir, on la est pauvre presque chérie. une femme, déjà. Si mon mari était mort Regarde, subitement, je me serais offert la totale, lipo-lifting et injection toujours. Je sais que tu as des garçons, donc tu veux pas comprendre. Mais tu peux me faire Comprendre quoi ? confiance. Que nos enfants ne doivent pas se gaver de sucre et de produits chimiques. Non, on est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le sucre. Toutes les boissons sucrées doivent disparaître. Donc, toutes celles qui sont pour éliminer les boissons sucrées des distributeurs de l'école, mesdames. Allons-y. Parfait. C'est réglé. Merci Nancy Botwin de notre comité Enfance en bonne santé. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Weeds, Anne, est-ce que tu peux nous faire le résumé de cette série anciennement diffusée sur Canal+. Oui, tout à fait. Alors Weeds, c'est l'histoire de Nancy Botwin, une jeune mère au foyer qui vit avec sa famille dans une petite ville bourgeoise de Caroline du Sud. Elle voit sa vie basculer du jour au lendemain quand son mari meurt d'une crise cardiaque et la laisse seule avec ses 2 fils de 15 et 10 ans.
Et pour subvenir aux besoins de sa famille et conserver un mode de vie un peu confortable auquel ils sont habitués, Nancy se met à dealer de la weed. Et du coup, elle découvre que sa petite ville, toute proprette et toute mignonne et bien sous tout rapport, cache un peu des sordides visages, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire, sachant que c'est une série aussi qui est très portée sur le dessous de la ceinture, mais on y reviendra. Au casting, Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Tony Patano, Romany Malco, Justin Kirk, Hunter Parrish, Alexander Gould, Kevin Nealon, entre autres. Une question habituelle, mesdames, on va commencer avec Hélène. Je sais que pour toi ça a été une découverte totale, mais est-ce que tu avais déjà entendu parler de Weeds avant ? Est-ce que tu connaissais déjà de nom, de loin ? Enfin, j'aimerais bien savoir quelle relation tu avais avec cette série. Alors oui, moi, j'ai un ami qui m'en avait parlé, qui me l'avait conseillé, qui m'a dit que c'était une super série, c'était très drôle et tout. Enfin, voilà, et c'était déjà il y a 4 ans, mais non, j'avais pas tenté. Et par la suite, je pense que c'était au départ sur Netflix, il me semble, et que ça a disparu du catalogue. Donc, voilà, j'ai pas cherché plus loin. Donc là, quand tu as proposé cette émission sur Weeds, j'étais vraiment ravie finalement de la découvrir. J'étais ravie de découvrir que c'était Showtime qui produisait, enfin qui diffusait la série, puisque fan de Dexter, Showtime, pour moi, c'est toujours une garantie d'une certaine qualité quand même. Voilà, donc c'est une découverte pour moi. Ouais, vraiment, si vous voulez, tout le monde connaît HBO, qui est la chaîne de référence du câble, qui a produit énormément de grandes séries, comme GOT, The Wire, j'en passe, The Last of Us récemment. Et puis, il y a une chaîne qui a essayé de concurrencer HBO, qui l'a fait avec ses armes et qui l'a plutôt bien fait d'ailleurs dans les années 2000 et 2010. Évidemment, Dexter, on peut penser à Homeland aussi, qui est aussi un gros hit. Donc voilà, c'est une chaîne à péage, si vous voulez, avec une certaine catégorie de séries, un certain standing qui lorgnait vers ce que pouvait faire HBO. Je peux citer aussi Twin Peaks, quand le grand retour de David Lynch s'était fait sur Showtime. Donc vraiment, c'est une chaîne aussi qui garantit une certaine qualité. Alors, Weeds, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Je l'ai maté, c'est sorti, j'avais 20-21 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai maté en téléchargeant. Oui, c'est mal, je sais, mais les coffrets DVD coûtaient excessivement cher dans les années 2000. Et j'avoue que je la trouvais vraiment jolie, Mary-Louise Parker. Elle avait un côté un peu femme vénéneuse. Je m'en doutais, Junior, je m'en doutais. Qui m'attirait. Non mais c'est vrai. Je suis faible, que veux-tu ? J'aimais bien aussi, je trouvais le pitch improbable, quoi. Une mère de famille qui se met à dealer, je trouvais ça complètement barge. Et justement pour la qualité de ce que proposait la chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai bien aimé et j'ai suivi un certain nombre de saisons, pas beaucoup, on y reviendra plus tard. Mais j'ai un rapport assez distancié, j'ai pas revu depuis les années 2000 en fait. Donc c'était une drôle de redécouverte de la série. Et il y a combien de saisons ? 8. Ah oui, quand même. Oui, mais c'est des saisons courtes, comme ce sont des chaînes du câble, t'as pas plus de 12 ou 13 épisodes par saison en fait. D'accord, et 30 minutes l'épisode, j'ai vu, donc c'est... Donc franchement, c'est du format proche de ce qu'on trouve aujourd'hui. Anne, à ton tour, ça représente quoi Weeds pour toi et quelle relation tu as avec cette série ? Eh bien, pour moi, c'est vraiment une série de ma vie de jeune adulte en fait. C'est un truc que j'ai découvert parce que mon frère m'en a parlé à l'époque, c'était sur Canal+. On avait Canal+ chez moi et du coup, c'était genre un peu la série subversive du moment. Donc forcément, on a regardé ça et j'ai tout de suite accroché à l'univers complètement barré, hyper subversif et tout. Et j'ai beaucoup, c'était un peu une de mes séries références à l'époque, mais en même temps, vu que la qualité a décliné au fil des saisons, je suis même pas sûre d'avoir vu la fin. Je pense, mais je suis pas sûre. Et en fait, du coup, j'ai jamais rematé la série depuis. Donc c'est pareil, mes souvenirs sont hyper lointains. Parce que je les ai pas revus depuis la première diffusion, quoi, et les quelques sorties DVD. Oui, elle est aussi dispo en DVD, hein, parce que Hélène le soulignait, c'était sur Netflix, mais c'est pas resté aussi longtemps que je le pense. Je me la mettais de côté pour me la refaire, et puis trop tard. Tiens, juste de tête comme ça, pour vous citer d'autres séries Showtime, Ray Donovan. Ah, j'adore Ray Donovan, c'est top. Et tu peux le voir où Je vais essayer de te fouiller ça, Hélène. Il y a Californication, il y a The Affair, qui a cartonné aussi, les Tudors,
Penny Dreadful, Masters of Sex, voilà, tout ça c'était Oui, il y a beaucoup de trucs. Showtime. Donc vraiment, même si je sais que beaucoup de gens lancent cet épisode en se disant mais c'est quoi Wiz, je connais pas. voilà d'où elle provient. Parce que oui, on fera pas que des gros hits ici, hein. Je sais qu'on en a fait beaucoup, mais c'est bien de faire aussi des séries moins connues. Non, mais c'est bien de faire découvrir. Il faut. Vous allez voir, c'est un sacré numéro. Alors, je vais pas faire des disclaimers à chaque fois quand il y a des propos un peu qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs des années 2020. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est juste ça. Gardez bien en tête qu'on est en 2005. Oui, Anne ? Ouais, il y a un truc, en fait, c'est qu'il y a plein de propos hyper politiquement incorrects. Mais c'est aussi que les persos sont tous horribles, en fait. On n'est pas censé être d'accord avec eux de toute façon. Et ils disent des trucs complètement affreux, quoi. Donc, oui. Donc c'est pas comme si la série en faisait l'apologie, quoi. C'est vraiment pour montrer à quel point ils sont horribles. Exactement. Et c'est clair qu'on ne les épargne pas dans la façon dont ils sont dépeints. Et c'est difficile de s'attacher. Et c'est pour ça que je m'étais arrêté aussi, d'ailleurs, je pense. On va y revenir. Comme vous le savez, dans cette émission, on respecte la structure de la série. Et il se trouve qu'il y a d'abord le générique que je vous propose d'écouter. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Mesdames, à tout hasard, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce générique ? J'adore ce générique, je le trouve assez brillant en fait. Perso, que ce soit dans la musique, dans les paroles et tout, qui sont complètement, mais ça raconte la série, et dans même les images, enfin, il y a un côté ludique, c'est tout mignon, tout joyeux, et en même temps, je trouve qu'il y a tout dedans, quoi. Et c'est assez marrant, ils ont été assez malins avec ce générique en plus au fil des saisons. Ce qui est drôle, c'est que dans ce générique, on nous montre à quel point toutes les maisons se ressemblent, que toutes les personnes se ressemblent. Et je trouve ça très malin. Et pour la petite histoire, en saison 2, je vous le dis vraiment en souvenir, hein, le générique change à chaque fois. En saison 2 et 3, ils ont fait ça. Ils changeaient d'interprète à chaque fois, en fait, dans les 2 saisons suivantes, ouais. C'est génial. Et dans la 2, vous entendez le générique chanter en français. Donc c'est assez marrant. Des petites boîtes. Dans Outlander, où ils changent le générique, mais avec le même thème. Ouais, quoi. c'est ça. Mais sauf que là, c'était à chaque épisode, en fait. Vraiment, chaque épisode avait des interprètes différents et des gens assez connus, en plus, qui ont interprété ce générique. Ouais, carrément. Bah, moi, quand j'ai regardé le générique pour la première fois, j'ai trouvé ça assez original, puisque en fait, on voit que c'est un peu une satire de la société, puisque bon, c'est la belle petite société de consommation et que les hommes habillés tous pareil, qui sortent avec tous le même café, qui conduisent tous la même voiture, les femmes genre Desperate Housewives qui courent toutes avec le même débardeur, etc. Donc j'ai compris tout de suite que ça allait quand même être, je pense, une critique de la société de consommation ou de la société tout court, quoi, dans une petite ville, tout bien comme il faut, bien agencé comme il faut, toutes les petites rues. Enfin, je me suis dit, ça va casser. Ça va casser. Allez, vous êtes prêtes, mesdames ? On passe en revue ce pilote. Quel est le nom de ce pilote, d'ailleurs ? Est-ce que vous l'avez ? À votre avis, après l'avoir vu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à l'ours ? Faut pas louper l'ours. Voilà, c'est le nom du pilote. Pas manquer l'ours, bah oui. D'ailleurs, vous l'avez vu en VF ou en VO ? En VO. En VF. Donc pareil, VF, donc ne sois pas étonné s'il y a des similitudes. Et n'hésite pas, Anne, on va jouer au jeu des 7 différences entre la VO et la VF. Le pilote s'ouvre sur le plan de la devanture de l'école primaire d'Agrestic, c'est le nom de la ville, où on découvre une jeune femme brune sublime devant un pupitre sur une estrade. Elle s'appelle Nancy. On donne les noms, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Et à sa droite se trouve celle qui joue le rôle de modératrice. Dans ce lieu, elle est blonde, et elle s'appelle Célia. Elles sont toutes les deux face à un public de femmes, et que des femmes. Et on comprend très vite qu'on est dans une réunion de parents d'élèves. Le sujet dont parle Nancy, c'est le retrait des boissons sucrées dans les distributeurs et mettre de l'eau minérale et des jus de fruits sans sucre ajouté. Célia veut garder les boissons allégées et il y a un débat qui commence entre les deux femmes. Mais pendant ce temps-là, dans le public, les femmes, passez-moi l'expression, jacassent ou bitch entre elles sur le potentiel nouveau-né que se serait fait refaire Nancy
On apprend par elle que son mari est mort. C'est normal qu'elle ait eu envie de refaire un peu de chirurgie après ce qu'elle a subi, la pauvre. Retour sur le débat, Celia Nancy qui propose un vote pour supprimer les boissons en question. Une majorité de mains se lève, c'est acté, et on retrouve les femmes dans le public qui jalousent le sac de Nancy qui serait d'une grande marque. D'ailleurs, depuis que son mari est mort et d'après ses mamans, elle aurait touché un beau pactole. Alors elle fait même sa cuisine et elle se demande comment elle se paye tout ça. Et quand Nancy se tourne vers les mamans qui jalousent, elle complimente son sac en mode faux cul. Mesdames, cette première scène, que vous a-t-elle inspiré ? Tiens, Hélène. Alors moi, j'ai été parent d'élèves pendant des années. T'as dû en croiser, tiens, Alors, des écoute, femmes comme ça. Non, bien heureusement, chez nous, ça se passe pas tout à fait comme ça en France, mais aux États-Unis, dans pas mal de séries, oui, on voit ce genre de scène. Ça m'a fait beaucoup penser à Desperate Housewives, puisqu'il y a des scènes comme ça de parents d'élèves avec Gabriel. T'es mort de rire, quoi. Et bon, on retrouve la même ambiance. Donc, tu vois, je trouvais un peu cette ambiance familière. Anne, ça t'a inspiré quoi, cette ouverture de série ? Moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, en plus, j'ai chronométré en 1 minute chrono. Je trouve que le décor est planté, quoi. On a tout de suite Nancy qui est là, qui est complètement décalée par rapport aux autres. Célia qui montre tout de suite son autorité, un rapport de rivalité entre les deux, et on sent qu'elles sont pas... Enfin, c'est genre, on fait tout bien, on fait comme si on était amis, mais en fait, tout le monde bitch sur tout le monde. Il y a les ragots au fond, enfin, c'est vraiment... à nouveau, on fait tout joli, on fait les hypocrites, mais par derrière, voilà, ça bitch. Ça bitch complètement. Et Hélène, à qui j'ai fait découvrir Newport Beach, ça rappelle un peu les New Pets, tu sais, ces femmes milf, refaites un peu de partout. C'est ça, qui jouent au poker, ou je sais plus à quoi elle jouait elle, l'après-midi. Desperate Housewives, quoi. Enfin, tu vois, cette ambiance-là, tu la retrouves dans quand même pas mal de séries, même dans Pretty Little Lies. Il me semble que c'est ça. Non, Big Little Lies. Big Little Lies, c'est pas nouveau, Hélène. Mais oui. Big Little Lies avec... Nicole Kidman, ouais, c'est ça, ouais. Reese Witherspoon, Shailene Woodley. Ça date pas de 2005, parce que la série, là, elle date quand même de 2005. Donc, tu vois, c'est quelque chose de typique, quoi. Et j'ai vu l'ambiance, j'ai compris aussi un peu les enjeux dont parle Anne, entre Célia, la blonde, et Nancy, la brune, et puis toutes les copines de Célia. On voit que c'est Célia, la chef, quoi, du clan. Elles sont toutes là avec leur taille basse, leurs petits débardeurs. Dès qu'elle demande le vote, c'est genre tout le monde lève la main et... Ah non, pas tout le monde. Alors elle dit tout le monde, vous êtes sûr? Et là, tout le monde lève la main, tu vois. C'est ça. Oh, you did not just say that. Bitch, I can eyeball an ounce from outer space with my glasses, Craig. Give me Oh, acting like you know. Right, and checks your ass can't cash. You never question Hager's eyeballing. That's the Rain Man of weed right there. I apologize. I'm still new at this. Stand corrected. Stand? You on your knees, correct? Getting all beside herself. Gonna come up in my tell me about my business? Girl, you need to recognize. All right. Fine. I'm a bitch-ass bitch. Give me a little respect. I'm the biggest game in the private community of Agreste. Drugs sell themselves, biscuit. You ain't shit. C'est très classique, hein, la blonde, la brune, ce contraste-là, une qui est plus autoritaire que l'autre. Et bon, pour l'instant, elle apparaît comme une noix blanche, sans faire de vilain jeu de mots, Nancy, mais c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, on va découvrir une autre femme avec un drôle de caractère. Chapitre suivant, je vous donne un conseil, les amis, je l'ai baptisé comme ça, ne jamais critiquer le professionnalisme d'Elia. Exactement, parce que là on retrouve Nancy qui est donc dans une famille afro-américaine dans la cuisine, et ils sont tous en train de remplir des petits sacs d'herbe en discutant et en se moquant de son sac à main, justement parce que la transition est assez parfaite où elle dit que c'est un sac c'est un faux en fait, mais qu'il est super bien fait, et en 2 secondes toutes les autres lui disent non en fait les coutures sont affreuses, c'est pas du tout, ça se voit très bien que c'est un faux, c'est n'importe quoi. Et du coup, on est ici sur une ambiance très différente, beaucoup plus familiale, ça rigole, ça se moque beaucoup d'elle et de son white ass bitch. Et il y a toute une discussion sur la nourriture, sur le fait qu'elle ne mange pas de carbs, de trucs, voilà, je ne sais plus comment on traduit, désolé. En France, ils ont traduit par le fait qu'elle ne mange plus de féculents. Ah voilà, des féculents, mais en fait c'est un truc tellement américain, ce côté de on mange pas de carbs, tous les trucs, effectivement c'est les féculents, mais ça donne, c'est les espèces de régimes, et du coup ils ont toute une discussion là-dessus, et à un moment en fait Nancy fait une énorme erreur effectivement de
trouvé qu'un des sacs est un peu trop petit. Et là, il y a une pause dans la musique, tout le monde la regarde en mode « T'as pas osé dire ça quand même !» Et Elia lui dit « Non mais jamais de la vie, je connais exactement, mais aux milliards de millimètres près ce que je mets dans mes sacs. » Et effectivement, elle a raison, le sac est totalement au poids qu'il faut. Donc Nancy s'excuse platement, mais tout le monde se moque gentiment d'elle, voilà, la charrie. Et, on sent qu'il y a une ambiance très différente par rapport à la scène d'avant et que Nancy est beaucoup plus à sa place. C'est assez drôle de voir une facette différente d'elle. On sent qu'il s'apprécie beaucoup. Alors, dans la série, elle est présentée un peu comme une rookie, hein, c'est encore une débutante. Exactement. Dans le monde du deal. Et on la traite de pétasse blanche, ça me fait rire. Et voilà, tu sous-entends quoi envers les Noirs? Enfin, c'est drôle, ce lâcher-prise des deux côtés, parce qu'ils s'apprécient tellement qu'ils peuvent se le permettre, et ils s'apprécient au-delà de leur apparence, quoi. Alors, ah oui, tu veux dire que les Noirs, ils mentent, oui, puis ils volent, puis ils sont paresseux. Machin, c'est des vraiment, glandeurs, des glandeurs et des voleurs. Ouais. Et franchement, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on sait combien ce serait plus compliqué dans les années 2020, alors que la scène, elle est juste conviviale, joviale. Il n'y a pas de malveillance. Hélène, je ne sais pas si tu as un commentaire, une chose à ajouter sur cette scène. En fait, la transition, c'est que le sac, quoi. Parce que quand tu regardes cette série pour la première fois, enfin, vous êtes habitués, mais quand tu la regardes pour la première fois, c'est le poids des mots, le choc des photos, parce qu'en fait, tu t'y attends pas du tout, quoi. Elle sort de la réunion de parents d'élèves et tu la retrouves dans une pièce en train d'acheter de la bœuf pour aller la revendre. Enfin, tu t'y attends pas. Honnêtement, sur le coup, vraiment, tu vois, moi, je savais que l'histoire, enfin, le pitch, je connaissais un peu, mais je m'attendais pas du tout déjà à ce que ce soit Nancy, tu vois, qui fasse ça, et en plus, que la transition se fasse comme ça, sans précaution, sans... Voilà, c'est assez brutal, quoi. C'est un peu sans vaseline, hein. Donc, ouais. Et vraiment, il y a cette grande table ronde où c'est jonché de weed. Et ils remplissent des petits sachets, l'équivalent de sacs de congélation Albal, mais en beaucoup plus petit. Et ils fourrent de la weed de tous les... Des pochons comme ça, c'est assez drôle. Dans la conclusion de cette scène, c'est important de la raconter, je trouve. Oui, la scène, en fait, se finit sur donc Nancy qui paye, du coup, Elia, et qui remarque l'heure et qu'en fait, il faut qu'elle emmène son fils. Il a un rendez-vous chez le psy et c'est là qu'on apprend en plus que donc, son fils Shane était présent à la mort de son père. Donc, le cadet. Le plus petit. Et du coup, quand elle ressort de la maison avec Conrad, donc, qui est un des dealers, et qui lui dit que bon, si jamais elle a besoin de quoi que ce soit, qui vraiment lui demande si tout va bien, si elle n'a pas de problème et tout. Et elle est genre, non, tout va bien, je maîtrise. Je contrôle tout, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est bon, on fait juste du business, j'ai pas besoin de toi. Voilà, tout va bien. Gardez bien ça en tête, les amis. Évidemment, c'est une préparation. Exactement. Le chapitre suivant, je l'ai baptisé « La tornade Nancy est en marche ». Donc voilà, on retrouve Nancy chez elle le soir, puisqu'il fait nuit. Un plan sur sa maison, qui est une maison assez sympa quand même. Donc elle arrive chez elle le soir, il y a une nounou, donc on sent que apparemment c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas la mamie, je sais plus comment elle s'appelle, cette nounou, Lupita. Donc on se dit qu'elle a un bon niveau de vie, elle rentre chez elle, donc elle commence direct par disputer ces deux garçons qui sont dans le canapé en mode télécommande. Parce qu'apparemment il y a eu un trou dans la toiture, enfin ça j'ai pas bien saisi le truc, mais enfin bref, elle les dispute, elle confisque la télécommande et ils sont en train de regarder une émission Ne loupez pas l'ours ou Ne manquez pas l'ours, enfin un truc chasse et pêche où t'as des gars avec des bonnets orange fluo qui chassent un ours qui tire dessus, enfin bref. Donc elle commence par disputer ses garçons, voilà, donc on découvre ses enfants qu'on n'a pas encore vus, donc le plus grand qui est ado, qui parle carrément, qui fait des allusions sexuelles sur les voisins, sa petite copine arrive, elle se colle avec lui dans le canapé, ils font des allusions tous les deux, le petit s'appelle Shane et le plus grand s'appelle Silas, la copine de Silas s'appelle Queen, et donc Shane, que sa mère essaie de protéger en disant au plus grand chut, 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 arrête pas de lui faire des signes pour qu'il arrête de parler de choses un peu, tu vois, tordues. Shane qui lui dit à sa mère, mais de toute façon ils se plottent et ils sont explotés. Enfin, tu vois, le gamin à 10 ans, il est complètement déluré aussi. Donc le beeper de Nancy se met à biper. Enfin, c'est un genre de tatou comme il y avait dans les années 90. Et donc elle doit sortir et on sent tout de suite le gros mytho parce qu'elle dit oui, j'ai une ronde de quartier. Ouais. On sait de où elle vient. Voilà, on sait de où elle vient, de la cuisine d'Elia. On se doute bien que c'est pas une ronde de quartier.
qu'elle est partie un peu gagner sa vie ou mettre du beurre dans les épinards. Et là, donc, elle quitte la maison pour aller faire, soi-disant, sa ronde de quartier. Et on revoit apparemment cette émission sur les ours. C'est vraiment trop marrant parce qu'en fait, les gars tirent sur un ours, ils se font courser. Et puis, t'as Shane qui est super mort de rire devant l'émission. Lupita aussi, d'ailleurs. Elle regarde ça en famille. Et pendant ce temps-là, les deux ados se faufilent pour monter dans la chambre. Il vit sa meilleure vie, Shane, en effet. Même d'ailleurs, son frère Silas avec sa copine Quinn. Retenez bien les noms parce qu'ils vont souvent revenir. Tiens, Anne, un regard sur cette scène. Oui, en fait, c'est assez marrant. Déjà, ce que je trouve marrant, c'est l'ordre des scènes. C'est-à-dire que vraiment, la scène dans la famille, c'est celle qui intervient en dernier. C'est la troisième facette de Nancy. Et on sent que c'est pas du tout sa priorité parce qu'elle est complètement larguée par rapport à ses fils. Enfin, elle est là, genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, effectivement, en fait, c'est un Velux qui est tombé parce que Shane était sur le toit. Et du coup, il y a un truc de genre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, elle n'était pas là, alors que tout le monde était là. Même Quinn était là, Lupita, donc la femme de ménage, était là. Tout le monde était à la maison sauf Nancy. Donc, ça montre bien à quel point elle est un peu à côté de la plaque voilà, en ce qui concerne ses fils. Et il y a aussi ce truc assez amusant, donc quand ils parlent un peu et que Nancy arrête pas de les couper sur les histoires un peu de coucherie dans le quartier. Ce qui est très drôle, c'est que c'est pareil, c'est des trucs qui vont revenir tout au long de l'épisode, les espèces de ragots qu'il y a dans le voisinage sur un tel a couché avec un tel ou un tel se tape la prof de tennis ou machin. Enfin, tout ça circule tout au long de l'épisode et c'est des trucs qui vont revenir, qui sont préparés et qui vont revenir à intervalles réguliers. C'est assez rigolo. Tiens, en parlant de commérage, Hélène, ton regard dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? En 2024, écoute, on balance tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais attention, je vais répondre. Bah écoute, oui, alors, sur les commérages, bah, moi j'ai trouvé que c'était soft. Non, bon, ça va, c'est assez sympa, l'ambiance est détendue, mais on voit qu'elle est effectivement complètement larguée par rapport à ses gosses. Moi, les gosses, je les ai pas trouvés trop perturbés quand même. Ils avaient l'air plutôt gais et joyeux. Lupita aussi, enfin, on sait pas trop qui c'est. C'est encore un peu mystérieux. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je me demande dans la temporalité combien de temps on est après le malaise cardiaque de leur père en fait. Vraiment ça me... On ne sait pas en fait. Moi je me suis posé la question, on ne sait pas, ça a l'air assez récent quand même. C'est assez récent. Je crois qu'à un moment c'est dit dans le tout début que c'est quelques mois. Ouais. C'est pas précis mais c'est genre c'est quelques mois, ça fait moins d'un an quoi. Donc, Bah, ils sont déjà en mode move on hein, parce que ça a l'air d'aller. Bonsoir Madame Botwin. Salut Quinn, tu veux du chili? Non merci ça. Voilà, c'est ça. Ils se sont roulés en patin. Qui ça? Dennis Kling et Megan Bills. Ah, ils ont fait beaucoup plus. Quinn. Alors, comment va ton épaule? En pleine forme, merci. Tu veux bien me rendre la télécommande, s'il te plaît? Tu l'as vu tomber? Officiellement non, parce que j'étais chez Kim. On bossait sur notre exposé de science. Officiellement? Ouais, il se plottait. Mais pas à poil. La ferme. Je dois sortir, je reviens. Tu vas où? La ronde de quartier. Ce sera pas long. Direction le garage de Nancy où un jeune homme s'est planqué sur la banquette arrière de sa bagnole. Il s'appelle Josh et il surprend Nancy en mode « Mais t'es un malade toi, tu veux que j'ai une crise cardiaque comme mon mari ou quoi ?» On nous apprend que Josh deal lui aussi. Il n'a plus son fournisseur temporairement et veut passer par Nancy pour avoir de la weed. Josh supplie Nancy d'accepter. Nancy l'envoie chier, j'ai pas besoin de toi mec. Il lui présente même du cash et a pour argument « Je sais que Shane, tout comme moi, doit faire de l'orthodontie et je sais que tu vas raquer sévère. » Je vous passe la chanson de Josh en mode « Tu es ma madone, mon fric, je te le donne. » Bref, Nancy lui demande d'être réglo une fois arrivé sur un parking désert. Tu t'approches pas de ma clientèle et tu deals pas auprès des gamins, c'est clair. Josh récite un poème improbable et prend sans hésiter la weed tendue par Nancy. Josh préfère entrer seul et on apprend d'ailleurs que dans cette ville de banlieue c'est hyper calme, personne ne va l'emmerder. Et quand Nancy quitte le parking, on voit un nouveau plan, cette fois sur le parking du lycée d'Agrestic. Hélène, j'aimerais beaucoup avoir ton regard là-dessus. Qu'est-ce que t'as pensé de ce personnage Josh? Écoute, moi je l'ai appelé Josh le poète, parce que j'ai trouvé qu'il était quand même... franchement, voilà quoi, pour écrire des livres de poèmes, tu vois, c'est le nouveau Baudelaire, je sais pas, c'est beau ce qu'il dit, faut vraiment l'écouter. On voit que c'est un jeune qui sait plus quoi faire pour la séduire entre guillemets, enfin
l'amadouer plutôt, pour récupérer de la weed et il sait où se fournir. Donc visiblement son petit manège à Nancy, il n'est pas totalement secret. En tout cas, ceux qui le pratiquent avec elle, comme Josh, qui est très jeune quand même, hein, ils sont au courant. Donc ça a l'air d'être quand même un sacré commerce dans la petite ville qui a l'air super gentil, où il y a pas il risque pas de se faire attaquer de faire sur le parking, non. Mais enfin bon, en tout cas, ils sont tous bien accros à l'herbe, les petits, les grands. Puisque Nancy précise quand même à Josh, pas les enfants et pas sa clientèle à elle. Donc on sait que Josh, si tu veux, les enfants leur vendent de l'herbe, ils trouvent ça bien. Donc non, moi je l'ai trouvé rigolo, Josh, surtout quand il fait bouh, bouh. Lui, il s'en fout, il voit tout comme un terrain de jeu immense, quoi. C'est le marché. Tant qu'il touche des gens, il s'en fout de qui est la cible. Anne, ton regard sur cette scène? Oui, c'est ça. Josh, c'est un gamin, quoi. Donc, lui, il veut juste se faire de la thune. Et puis, on voit qu'il sait tout de suite aussi comment amadouer Nancy. C'est vraiment l'argent. C'est ça dont elle a besoin. Et du coup, c'est genre, allez, s'il te plaît. Allez, je te sors mon cash. Et forcément, tu vas céder parce que je sais que tu en as besoin, parce que t'as pas de quoi vivre sinon. Donc c'est assez drôle et ça montre bien aussi les enjeux pour le personnage, quoi. Ils se connaissent très bien. Lui aussi est plutôt bien au courant. C'est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Les infos remontent vite. Grand classique sériel. C'est assez drôle parce que quand elle est sur le parking du lycée, il y a un panneau du lycée d'Agresti qui dit First in Excellence. Donc premier pour l'excellence et First in Pride. Premier, plus grande fierté, quoi. Sauf que c'est écrit Frist, oui, c'est là genre, bon, c'est assez marrant quand même, les petites, même visuellement il y a des petites vannes qui sont posées. Allez quoi, j'étais chez l'orthodontiste la semaine dernière et j'ai entendu parler des dents de Shane. À mon avis c'est le genre de truc qui doit coûter un max de pognon. T'es prêt à être réglo? Quand on dit de la bœuf, c'est pour faire des heureux. Tu es ma madone, mon fric, je te le donne. Écoute-moi bien, tu t'approches pas de ma clientèle, tu foques pas aux gosses. Est-ce que c'est clair? Trop jeune pour le feu, trop jeune pour la bœuf, pas d'herbe dans le pré, pas d'herbe à céder. T'es un vrai poète. Merci. Et si on allait se faire un petit foot tous ensemble? Le chapitre suivant, je l'ai baptisé pour Shane, le foot, c'est pas le pied. Exactement, et on parle bien de foot européen et pas de foot américain, donc le soccer. Le soccer. Et d'ailleurs, c'est très typique, hein, parce que les soccer moms américaines, c'est typiquement ce qu'est Nancy, quoi. C'est les femmes au foyer qui emmènent les enfants au foot, au sport et tout. Et donc là, on se retrouve en plein pendant un match de foot où il y a donc tous les gamins qui courent dans tous les sens. Et Nancy qui deal tranquillement aux parents ses petits sachets contre de l'argent. C'est excellent. Incroyable. Et donc le pauvre petit Shane, qui est un petit chouchou tout mignon, se fait complètement bully pendant le match de foot. Enfin, il se fait pousser par ses propres coéquipiers en fait. Donc c'est juste un peu, c'est même pas, même si on réclame faute, bah non, il n'y a pas faute en fait. C'est ses copains en fait. C'est son équipe qui l'a frappé. Donc voilà. Et là. Donc Celia débarque à côté de Nancy et donc tacle un peu Shane là-dessus en disant franchement le pauvre il se fait taper par sa propre équipe, c'est n'importe quoi. Du coup, pour répliquer, Nancy s'attaque à la fille de Celia. Donc c'est un peu mesquin quand même en disant mais donc Isabelle et son nutritionniste, ça se passe comment? Donc on comprend que la fille de Celia a des problèmes de poids. Ce qui n'enchante pas sa mère, évidemment, donc c'est affreux. On comprend aussi que Queen est la fille de Celia, donc la fille aînée. Donc Queen, la petite copine de Silas, du fils aîné de Nancy. Tout est lié. Oui. Et donc on a même la petite Isabelle, donc la deuxième fille de Celia, qui arrive en disant hey, regarde maman, mon tir était super et tout. Et on voit tout de suite qu'elle se fait shamer par sa mère, qui en anglais lui dit Isabelli. Donc belly c'est le ventre, donc c'est genre oui il faudrait que tu cours un peu plus. Ouais. En français Isabidon. Oh mon dieu mais c'est presque encore pire. Alors je rappelle année 2000 donc grossophobie. Mais complètement. Ça dans Desperate aussi avec Gabrielle et sa fille, hein. C'est un peu les mêmes personnages franchement. Exactement. Même si on se dit que Nancy est larguée avec ses fils, en fait Celia elle c'est une mère horrible, hein, vraiment avec ses deux filles.
Elle se plaint de ses enfants d'ailleurs en disant que elles sont pas prises de son côté de la famille, que c'est horrible. Et on remarque que Shane est donc assis sur la pelouse et qu'il est en train de saigner et donc il se lèche le genou. Et là, tu as tous les gamins de son équipe qui suivent le petit Devin, qui est donc le petit blond qui l'a poussé, qui sont là genre « Oh, c'est affreux, Berk, il est trop bizarre celui-là et tout ». Donc il n'a pas du tout envie de continuer à jouer. Hein. Nancy le soigne et tout, mais il a envie d'arrêter. Et pendant que Nancy lui parle, il y a Celia derrière qui fait ses commentaires en lui disant qu'il faudrait qu'il soit fort, que c'est ce que son père lui dirait et tout. Elle se fait tout de suite couper par Nancy parce qu'on sent que le père, c'est un sujet de tabou. Donc Nancy est là, genre, écoute, si tu veux, on va boire un jus de fruits, enfin voilà. Et on sent que c'est genre... Et tu rejoueras derrière pour la deuxième mi-temps. Tu rejoueras plus tard. Oui, elles sont bizarres leurs mi-temps, hein, parce qu'il y a des quarts-temps, il y a des mi-temps, ça court dans tous les sens. Perso, j'ai rien compris aux règles de leur match de foot. C'était hyper bizarre. Je me suis dit, ok, bon, on va pas chercher plus loin. On en était où, pardon? Excusez-moi, c'est moi qui Non, la suis perdue. scène se conclut, en fait, pas de souci, la scène se conclut sur une Celia qui invite Nancy à... Envoyer ses enfants en thérapie. Ouais. Voilà, et qu'ils devraient beaucoup plus parler de leur père, qu'elle a lu ça dans les livres, que c'est important pour qu'ils soient des adultes équilibrés et tout. Et en fait, la seule réplique de Nancy, c'est de lui dire « Ah, mais je savais pas que tu lisais des livres, en fait. » C'est drôle parce que vu sa posture, j'ai cru qu'elle allait lui rentrer dedans, tu vois, au contraire. Hélène, là-dessus, je vois que ça t'a fait rire. Bah écoute, oui, parce que bon, c'est vrai que Isabelle, la pauvre, elle s'en est pris plein, voilà. Mais je n'étais pas étonnée. Vraiment, Célia, c'est un peu caricatural quand même comme personnage. Donc moi, qui ne connais pas la série, ça posait un peu les bases de la femme un peu chiante. Il y en a toujours une, un peu, tu vois, exécrable, que tu as envie de détester. Bon, bah c'était Célia. Et Nancy, le self-contrôle pas, on voit pas trop d'émotions. On voit que comme si rien ne s'était passé, même les enfants, tu vois. Il y a un peu flou artistique là-dessus. Tu te demandes vraiment si un jour ils vont parler de son veuvage, de comment elle le vit, etc. Et voilà, et quand Célia lui dit d'envoyer ses enfants en thérapie pour pas qu'ils deviennent des adultes dysfonctionnels, bon, t'as envie de lui dire, mais t'étais où toi quand t'étais petite? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais en Sibérie, Groenland? C'est un parti pris de la série dans ce pilote, c'est de montrer une Nancy qui est déjà avec les manches retroussées, qui a cette activité pas franchement légale, mais elle survit comme elle le peut. Certains diront que c'est la facilité, mais en tout cas, elle a opté pour ce chemin-là. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est que on la voit déjà au travail, en fait. C'est comme si, pas le temps de faire de deuil, pas de temps d'être à genoux, de m'écrouler, de m'effondrer. Je dois être fort pour mes deux garçons, pour mon pré-ado et mon ado. Voilà, on y va. Et il y a quelque chose d'un peu combatif. C'est pour ça que, d'ailleurs, la fin a une résonance particulière, la fin du pilote. You know, from all the books I have read, you should really be encouraging Shane and Silas to talk about Judah's death. Or down the road, you're looking at two very dysfunctional adults who will have trouble sustaining healthy relationship. Celia, What? I had no idea you read books. Hey, Nancy. How's it going? Douglas, do you know where your son Josh is right now? And what he's doing? Yeah. He's over there somewhere. And he just happens to Hey, be... Nancy, I was wondering There's if some really nice stuff in here, Doug. Okay, that's great. It's kind of expensive, but I promise you it's worth every penny. Really? Well, you haven't let me down yet, Nance. Thank you. You're welcome. Catch you later. I'll see you later, Doug. Oh, okay. Yeah, later. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a Douglas qui arrive et qui rejoint Célia et Nancy. On est toujours sur le bord de la pelouse. Oui, donc voilà, donc on découvre le personnage de Douglas, qui est un quadra, qui a l'air assez cool. Donc Douglas arrive, il parle directement à Nancy, on comprend que là va y avoir commerce. Donc on apprend aussi que c'est le père de Josh, le poète de la veille, celui qui lui déclamait des vers dans sa voiture pour avoir de la bœuf. Donc Douglas, on sait maintenant de qui tient Josh, vient chercher de l'herbe à Nancy, mais de façon hyper discrète, genre elle lui tend un magazine en lui disant « Regarde, il y a plein de trucs super sympas dedans ».
Et effectivement, on se doute, nous, de ce qu'il y a dedans. Et donc, lui, il est tout foufou, mais pas discret du tout. Donc, c'est Nancy qui doit dire à bientôt, parce qu'il est limite prêt à la payer devant Célia qui n'en loue pas une. Tu vois, elle est hyper mal à l'aise, mais directive. C'est là qu'on se rend compte qu'elle gère son business quand même d'une main de maître. Et là, on a un plan en plus sur Josh qui est, lui, carrément dans l'aire de jeu pour les petits, le toboggan en train de vendre de l'herbe. Et ça, c'est Célia qui le voit et qui le montre à Nancy. Donc là, on se dit, bon, il a bien écouté ce qu'elle lui a dit la veille. C'est cool. Josh, son père est foufou. Josh est très obéissant. Bon, forcément, Célia critique. Bon, alors elle, c'est Rago et compagnie, quoi. Comment s'appelle la ville déjà Agrestic. Agrestic. Radio Agrestic, c'est Célia. Donc, elle est en train de faire plein de confidences à Nancy. Honnêtement, j'ai pas tout noté parce que c'est énormément de Rago. Me concentre sur Josh, qui est quand même... Non, qui est quand même un sale gamin et voilà, qui deal sur l'aire de jeu. Ça, elle n'a pas été dupe, Célia, donc voilà. Et elle décide d'aller virer Josh, car ils ont trouvé de l'herbe apparemment dans les affaires d'un enfant de 10 ans à l'école élémentaire. Et alors là, Nancy est dans tous ses états parce que 10 ans, pourtant elle avait été claire avec Josh. Et donc là, elle décide d'aller virer Josh, Célia, de l'aire de jeu. Et Nancy lui dit de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas appeler la police? Alors elle dit, en 5 minutes, il a jeté son herbe dans le bac à sable et voilà. Nancy, dans sa tête, elle a quand même, tu vois, tous les scénarios prévus au cas où. Ouais, ça y est, elle commence à se rôder, en effet. Et puis aussi, bien sûr, préserver un peu son business, parce qu'on ne sait pas ce que Josh peut dire derrière. Oui, alors voilà, ouais, elle veut préserver ça, parce que Josh est au courant, et en plus, je pense qu'elle est concernée aussi, et puis le père de Josh lui en achète, enfin bref. Et donc, ça se termine comme ça. Célia part virer Josh, de l'aire de jeu, où il est en train de dealer, tranquille. Et là, on revient sur Shane, qui est toujours en train d'attendre de jouer. Alors, il a la bouche écarlate de jus de fruits, qui l'a bien consolé d'ailleurs. Et là, on découvre que non seulement ses camarades de jeu le snob, mais même son entraîneur, parce que l'entraîneur vient soigner un gamin, donc Devon, toujours le même, qui est blessé. Il préfère soigner Devon blessé qui a mal à la cheville que de faire entrer Shane sur le terrain, parce que visiblement, il se fait un peu snobber par tout le monde, donc ça a l'air d'être un peu le souffre-douleur. D'ailleurs, une fois l'entraîneur parti, Devon suit l'exemple de l'adulte en traitant Shane de dingo, de vampire, tous les noms d'oiseaux. De rouge à lèvres. De rouge à lèvres parce que voilà, il a la bouche avec du jus de fruits. Et il finit, donc Shane très mature lui dit, bon, alors tu choisis une grossièreté pour m'insulter, c'est laquelle? Et l'autre lui dit, qu'est-ce que tu dis d'orphelin? Alors on voit que l'autre c'est vraiment une sale petite peste, quoi. Et là c'est la bagarre parce que c'est le mot de trop pour Shane, et il lui balance quoi, une canette de jus de fruits, l'arme ultime dans cette ville où c'est interdit maintenant. Et donc il se sauve parce qu'il va pas jusqu'au bout de son truc, il se jette pas non plus sur Devon. Il se sauve et Devon, qui est pourtant blessé, lui court après, et qui vient régler le problème, c'est Nancy, puisqu'elle fait un croche-patte au petit sale gosse qui poursuit son fils, et on trouve tous que c'est hyper bien joué. Je vous invite, mesdames, à faire très court sur cette scène si vous avez une chose à dire. Anne. Oui, non, juste, moi ça m'a fait hurler de rire le croche-patte, mais vraiment j'ai explosé de rire. Je l'ai vu venir, mais j'ai explosé de rire, et surtout cette petite phrase derrière, genre « Oh bah mon chéri, faut faire attention où tu marches, voyons !» Genre, j'en pouvais plus, je crois, j'ai explosé de rire, c'était n'importe quoi. C'est très drôle. Rappelons qu'il courait à cloche-pied. Oui, en plus, il est blessé, il boitille comme ça, il se fait éclater par terre. Oui, mais il était déjà blessé. Oui, c'est hyper drôle. Bon. Et encore une fois, un harcèlement d'un élève envers un autre. Dans un pilote, on en a eu pas mal. J'ai que Malcolm qui me viennent en tête, mais Véronica Mars avec Wallace. Donc, Wallace, ouais. C'est vraiment récurrent. C'est vraiment assez récurrent comme thématique. Mais là, alors le chapitre suivant. Pardon, je suis désolée. Très court. Non, c'est très court. Non, mais ce qu'on voit, c'est que Shane, il est quand même. Franchement, jusqu'à Orphan Boy, il gérait trop, quoi. C'était juste genre, oui, bon, bah alors, décide-toi. Enfin, il avait aucun problème. Après, il y a le mot de trop qui l'a fait vriller. Mais sinon, on sent que c'est un gamin qui est quand même assez brillant et qui est plutôt équilibré à ce niveau-là, quoi. Qui se laisse pas impressionner. Comme souvent, peut-être un peu trop normal, et du coup, on le martyrise. Voilà. Chapitre suivant. On va baiser où? C'est le nom du chapitre, J'ai toujours toute ma tête. Alors j'ai essayé de récapituler un peu quand même parce que là on donne beaucoup de noms. Devon égale l'enfant harceleur. Vous avez l'héroïne, Nancy, qui a 2 enfants, Shane et Silas. Vous avez Célia qui a 2 filles, Isabella et Queen. Voilà. Et Josh,
Lui, il a pour père Douglas. Juste un point pour ceux qui ont peut-être du mal à suivre, parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de personnages. Ok, donc je reprends. Dans ce chapitre, Queen et Silas cherchent où ils pourraient baiser, sachant que la mère de Queen, Celia, est capable de mettre une caméra dans une peluche pour vérifier le grignotage de son autre fille. Shane arrive vers Queen et Silas essoufflés et échange sur ce qui vient de se passer. Silas dit « Dommage, fallait pas manquer l'ours, faut pas manquer l'ours, rêve télé », que n'a pas franchement capté Queen, et on apprend que Shane et Silas matent régulièrement l'émission Chasse à l'ours. Les deux frères racontent comment le présentateur tire tête à l'ours qui l'a tué, avant de sortir à chaque fois cette fameuse réplique. Queen veut le quitter, mais en fait elle vanne son chéri Silas, et elle se chauffe verbalement avec lui. Shane capte ce moment, enfin vous allez le faire, parce que Silas il était prêt à exploser depuis le temps. Voilà. J'allais demander si vous avez une chose à dire ou j'enchaîne. Non, juste, je trouve que c'est juste cool de voir la complicité des deux frères, en fait, qu'on n'avait pas forcément vu avant, et on voit qu'ils ont des points communs, et voilà, ils se charrient un peu, mais on sent une vraie complicité entre les deux, donc c'est bien, quoi. Puisque Shane vient se réfugier auprès de son frère, déjà. Voilà, exactement. C'est plutôt sympa d'avoir cette figure qui rassure pour le petit Shane. Direction la bagnole de Douglas, il sort une pipe pour fumer sa weed, mais Nancy le rejoint et lui demande, en tapant à la fenêtre, de tout remballer pour éviter de se faire choper. On apprend que Douglas est au conseil municipal et que Celia serait hallucinée de voir qu'il se drogue. Douglas dit que Celia est, je répète, ce sont les propos de la série, Douglas dit que Celia est bonne, mais c'est une vraie connasse malgré ses gros seins. On apprend que le mari de Celia la trompe avec la prof de tennis d'origine asiatique, avec une imitation bien raciste dans la foulée, que je vais vous épargner. Bref, le moment commérage. Et là, il y a une drôle de discussion. Ça parle de manches de tennis dans le cul, du mari de Celia. Je vous épargne tout ça. C'est gras, c'est gras. C'est très, c'est gras. C'est que ça. C'est que ça. Nancy est étonnée que Doug sache tout ça. Et d'ailleurs, Nancy a peur un peu que des informations intimes entre elle et son mari défunt aient pu sortir. Mais non, ce n'est pas le cas. Et elle se dit, dommage, moi, j'ai pas eu l'occasion de mettre un doigt dans le cul de mon mari. Mais alors moi, j'étais choquée, tu vois. Et elle lui dit, ah bah tu vois, moi, j'ai même pas eu l'occasion de lui mettre même pas un doigt dans le cul. Enfin, tu te dis, attends, son mari est mort. Elle dit des trucs comme ça, c'est chaud, quoi. You're on the goddamn city council. What if someone like Celia walked by? She's such a bitch. Great tits, but a raging bitch. Her husband's boning a tennis pro. The Asian girl? Mm-hmm. She loved him long time. Doug, she's from Anaheim, not Bangkok. She can't shoot tennis balls out of her twat. Well, last week she stuck the handle of a racket up Dean's ass when he was plowing her. He said it felt unbelievable. But you know, if you ask me, any guy who lets anything up there is at least part fag. How do you know all this? He's in the poker game. And he just shared it with you? He was losing, drank too much. Did Judah ever say anything about our sex life at these games? No. The guys who still have sex with their wives usually don't want to jinx it by saying something out loud. He was a great guy, Nance. We miss him a lot. Yeah, me too. If only he'd lived long enough for me to stick foreign objects up his ass. I never even got a finger up there. Je suis super d'accord, on passe de 0 à 100 beaucoup trop rapidement pour moi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. J'ai pas mis un doigt dans le cul, donc tu fais, oula, il s'aimait pas, enfin, t'as aucune notion de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ouais, je suis assez d'accord. Après, ça m'a pas marqué plus que ça, parce que je trouve que c'est vraiment dans l'esprit de la série, mais je comprends tout à fait c'est la première fois qu'elle parle réellement de son mari, et c'est ça qu'elle dit, quoi, donc oui, c'est un peu bizarre. Vu ce que dit Doug, en même temps, on sent que son mari, effectivement, ne faisait pas de commérage. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on ne sait pas s'il le dit et que c'est vrai, ou s'il dit ça pour l'épargner. Mais en tout cas, c'est genre, en gros, les couples qui s'entendent bien, les maris ne viennent pas commérer comme ça, quoi. Donc, maintenant... Oui, il reste plutôt discret sur le sujet. Voilà. Nancy en a fini avec Douglas, du coup elle retourne en direction de sa bagnole. Oui, donc Nancy est en train de ranger ses affaires dans sa voiture et se fait encore surprendre par le fameux petit Josh qui débarque en lui faisant encore un bout et qui veut lui parler de Jésus et tout ça. Et du coup Nancy commence à s'énerver contre lui parce qu'il n'a pas du tout respecté ses règles de pas dealer aux enfants. D'ailleurs là-dessus il fait une très bonne vanne en disant le gosse m'a dit qu'il avait 37 ans, ce qui est, voilà. 47 je crois, non? En anglais c'est 37. Plus, ouais. Ah. Je sais pas pourquoi ils ont
pas traduit le même âge. Merci mais en tout cas, l'adaptation. en VO, c'était 37. Le résultat est le même. Voilà, exactement. Et puis bon, après tout, il lui dit qu'il s'en fout et qu'il fait ce qu'il veut et qu'en fait, maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait d'elle, en fait, il n'a pas besoin de respecter ses règles, quoi. Donc, et là, en fait, Nancy s'énerve et le pousse violemment contre la voiture. On sent que même elle est un peu choquée de sa propre réaction. Et du coup, Josh lui dit qu'elle peut rien faire contre lui, que de toute façon, si elle fait quoi que ce soit, il va la balancer, que de toute façon, même son propre père est en train de fumer, de se défoncer dans le minivan. Enfin, vraiment. Il serait content, il validerait ce que je fais. Voilà, elle a rien contre lui. Je sais pas s'il dit ça dans la VF, mais en gros, il dit de toute façon, le seul truc qui va l'énerver, c'est que je lui en ai pas vendu directement, quoi, et qu'il ait dû passer par d'autres personnes, quoi. Et du coup, il traite un peu Nancy d'hypocrite aussi là-dessus en disant attendez, vous me dites de pas vendre aux enfants, mais en même temps, vous-même vous le faites, donc c'est bon, quoi. Et du coup. Alors oui, elle le fait, mais elle vend. Elle vend, mais pas aux enfants. Elle vend, elle deal. Non, mais en gros, c'est genre, ça va, quoi. T'es une mère de famille qui vend de la drogue et tu viens pleurer derrière que moi, j'en vends aux gosses. Promis, j'en vendrai pas à ton fils et puis basta, quoi, tu vois. Du coup, elle a rien contre lui, donc il part, il s'en fiche. Et Shane et Silas et Quinn débarquent pour rentrer à la maison. Shane en a marre du foot. En plus, il y a un gamin qui l'a traité d'orphelin. Donc c'est genre, allez, on s'en va. Et dans la voiture, Quinn s'avance comme ça et demande à Nancy si c'est possible de baiser chez eux. Et donc là, elle commence oui, c'était le coq et l'âne, hein, sans vouloir faire de blagues sur les ânes. Mais elle passe du coq à l'âne, elle en a rien à foutre de tout ça. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est si ils peuvent coucher chez eux. Enfin, tu vois, le truc, il n'y a rien à voir, quoi. Le cheveu dans la soupe, hein, Quinn. Et bien justement, jeune demoiselle, on va avoir une discussion direction la maison de Nancy. Exactement. Et du coup, Nancy prend Quinn à part et elles discutent sur le toit de la maison, toutes les deux, en train de regarder avec une paire de jumelles comme ça, le voisinage. Et Nancy veut bien s'assurer que Quinn est certaine d'être prête parce que quand même, ils ont que 15 ans, ils se connaissent depuis 3 mois, ça fait pas beaucoup, c'est quand même un truc important et tout ça. Elles sont interrompues par le téléphone où Shane crie que Celia est en train d'arriver à la maison. Quinn connaît parfaitement sa mère, donc elle dit attention, elle va vous faire promettre de ne pas nous laisser coucher ensemble chez vous. De toute façon, elle est beaucoup trop prude. C'est pas étonnant que mon père se tape la prof de tennis. Du coup, Nancy est complètement hébétée en mode mais mince, t'étais au courant. Elle fait bah je m'en doutais, mais du coup vous venez de me le dire, quoi. Donc on comprend qu'en fait, voilà, tout le monde connaît les ragots de tout le monde, même de ses parents. Enfin, c'est assez trash à ce niveau-là, quoi. Et en plus, on comprend assez vite que Quinn et probablement Silas ne sont plus du tout vierges, en fait, comme le croyait Nancy, parce qu'elle fait une remarque sur quand elle a couché avec son ancien petit copain, et genre, Nancy est là, genre quoi? Et puis elle fait, bah, quand même, on pensait pas qu'on était vierges, quand même. Ça va, quoi. Et donc elle se lève pour descendre, et là, en fait, Quinn remarque 2 hommes dans un jacuzzi voisin. Et donc, elle dit « Ah, tiens, Monsieur Wells, c'est un nouveau petit toy boy, trop sympa et tout. » Et elle regarde avec les jumelles, et là, on découvre que c'est Josh. Et du coup, c'est un gros choc pour Nancy, qui déjà tombe des nues. Et en plus, Quinn qui est là, genre « Oh là là, bah, en plus, avec son père, on a eu Doug avant, on a vu qu'il a fait des propos quasiment homophobes, enfin complètement même homophobes, quand il parlait de la raquette de tennis quelque part. Donc, on sent bien que ça lui plairait pas du tout, quoi. » Dans l'anus, Anne, dans l'anus. Oui. Ici, il faut dire les termes. Oui. Il faut dire les termes, c'est important. Et anus n'est pas un gros mot. Non, effectivement. Oui, mais j'avais pas celui-là. Donc, je n'ai pas osé. Et ben moi, je te le... Voilà. Parfait, je t'aide, si tu veux. J'ai des synonymes, j'en ai plein. La scène est sympa et je reprends encore mon terme de terrain de jeu à ciel ouvert, quoi. Et je trouve que c'en est une parfaite illustration. On a un panorama sur ce voisinage qui est raconté et plein de commérages en réunion de parents d'élèves. Ça se traduit dans les faits, puisque les moindres choses qu'on aperçoit au loin à travers les jumelles peuvent devenir même un levier dont va se servir, on va voir Nancy dans la scène suivante.
Parfait. Est-ce que vous avez une chose à ajouter sur la scène qu'on vient d'évoquer avant de prendre la direction de la maison de Wells ? Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une pépite, quoi. C'était la chose inespérée pour Nancy, qui a quand même, on peut le dire, beaucoup de chance là, pour le coup. Et donc, tomber sur Josh comme ça, dans une telle position, c'était quand même un sacré coup de bol, quoi. Surtout après ce qu'elle venait de se prendre par Queen. Enfin, c'était un peu déballant, mais là, elle a retrouvé le sourire. Anne, là-dessus ? Oui, moi je trouvais ça assez amusant de voir à quel point Queen en fait est beaucoup plus proche de Nancy que de sa propre mère et que du coup elles ont eu des discussions presque mère-fille alors que c'est pas du tout. Enfin voilà, c'est la mère de son petit copain, mais elle se sent beaucoup plus libre et beaucoup plus en confiance avec elle qu'avec sa propre mère, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est Celia. Peut-être que ton père s'en fout que tu deals, mais ça, selon mes sources, ça le mettrait en pétard. Ok, c'est bon, vous avez gagné. Plus d'enfants, plus jamais, promis. Oh, tes promesses valent pas grand-chose. Je vous le jure sur ma vie, d'accord? Pitié, dites rien à mon père, vous savez pas de quoi il est capable. Non, en effet. Qu'est-ce qui se passe? On croit qu'on connaît les gens, mais... Il m'a dit qu'il avait 23 ans. Jurez-moi de rien lui dire, je vous en supplie. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un de ces quatre. On se voit à l'église. Bah justement, on va aller voir ce que fout Josh là chez son amant. Oui, donc on retrouve le fameux voisin qui est dans sa maison et on frappe à sa porte. Et en fait, c'est Nancy qui est à sa porte, qui rentre comme ça, qui file directement dans la chambre où est Josh en train de sauter sur le lit en slip. Elle ferme la porte et là, elle commence à le choper par le bras comme ça pour le faire chanter et lui dire c'est bon. Maintenant, c'est clair, je connais ton petit manège, donc c'est fini, tu ne vends pas aux gosses et tu suis mes règles, t'écoutes ce que je te dis. Donc Josh est là genre, oui, je promets. Elle fait, je m'en fous de tes promesses, j'ai pas confiance, donc vraiment, voilà. Il fait, je le jure. Et du coup, elle dit, ok. Il dit, bon, surtout, vous en parlez pas à mon père, parce qu'on sent que c'est vraiment le point sensible pour lui. C'est genre, mon père, il est taré, faut pas lui en parler et tout ça, parce que sinon... Homophobe, surtout. Voilà, et vous savez pas de quoi il est capable. Et gros con, accessoirement gros con. Exactement. Et du coup, en fait, Nancy, là, elle a un truc très, très malin où elle fait, ok, je vais y réfléchir. Au lieu de lui assurer que rendez-vous à l'église, voilà, ouais. elle va pas en parler et tout, c'est juste genre ok, je vais y réfléchir et comme ça elle lui laisse bien la pression. Incroyable. Ce qui fait que Josh en fait il continue à flipper parce que il sait pas du tout de quoi elle est capable et elle l'a complètement maîtrisé. Nancy lui a mis une bonne petite claque sur le cul et se barre. J'ai mis ça. C'est ça. Non, je disais j'aurais bien aimé être à la place de Josh à ce moment-là dans cette scène, mais ça c'est une autre histoire. Dans le jacuzzi. Non, avec Nancy. D'ailleurs, le voisin fait la même réplique que Josh. Hein. Quand il frappe à la porte pour entrer, il est là genre, mais il m'a dit qu'il avait 23 ans. Enfin, on sent que c'est vraiment l'excuse de tout le monde, quoi. C'est ouais, c'est pas 37, hein. C'est pas 37, là, c'est 23, non, tu là, vois. C'est 23. Et bonjour le malaise, des mineurs, bien, il nous a fait une Kevin Spacey, tout va bien. Donc, un mot là-dessus, Hélène. Bon, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien. Enfin, elle a du culot quoi, de se pointer comme ça chez le voisin. Elle en a rien à faire de rien. Elle est prête à tout, mais c'était trop beau pour laisser passer l'affaire, quoi, de recadrer tout de suite Josh et d'avoir un moyen de pression sur lui pour l'obliger à faire ce qu'elle veut. Donc je trouvais qu'elle était culottée, courageuse, pas froid aux yeux et voilà quoi, elle tenait les rênes de son affaire quand même. Toi, ça t'a fait beaucoup rire, Anne. Ouais. Je sentais de la jubilation dans ton récit. Ça m'a fait beaucoup rire parce que Josh, il a quand même un côté un peu petit con et du coup, c'était un peu bien de le remettre en place. Surtout quand il sautait sur le lit, quasiment tout nu. En slibard. En slibard. Un truc dégueulasse, vraiment. On dirait le slip de Walter White dans Breaking Bad, mais vraiment. Dis pas du mal sur les slips, Junior, sois ouvert d'esprit. Tout le monde n'est pas obligé de mettre des boxers. Il y a des hommes qui adorent les slips kangourous avec la petite poche pour son machin. Là, j'ai rien contre les slips. Si, t'as dit que c'était moche. Faut pas dire ça, c'est comme les épinards. Hein. C'est moche, c'est juste que c'est important de les maintenir de temps en temps, mais de mettre ça dans une scène où t'es censé être sexy avec ton amant, je suis pas sûr. Il y a des gens qui trouvent ça sexy. Voilà. Bon, chacun son délire. Hein. Retour en primaire à Agrestic. Moi, j'en mets pas non plus. Bref, donc on se retrouve donc chez Nancy de nouveau, puisqu'elle est revenue chez elle, et là, elle retrouve Celia, qui vient d'arriver pour dîner avec elle, visiblement, ou déjeuner, je ne sais pas. Et donc, Celia annonce, alors que les enfants sont partis chercher des pizzas, elle annonce à Nancy qu'elle a lu le journal intime de sa fille Queen et qu'ils vont coucher ensemble, leurs deux enfants, donc Silas et Queen. Donc, elle propose à Nancy
de les espionner avec le fameux ours en peluche, caméra espion dont nous a déjà parlé Queen, de les espionner, etc. pour être sûr qu'il se passe rien, quoi, et pour savoir s'il s'est passé un truc surtout, parce qu'une fois que c'est fait, hein, l'ourson ne peut rien faire à part filmer ce qui se passe. Donc, elle taquine, enfin, elle embête, elle embête Nancy avec ça, elle insiste, et elle lui dit, s'il te plaît, en tant que mère, enfin, tu vas essayer de la prendre par les sentiments, etc. Et elle fait jurer à Nancy que ça ne se passera pas sous son toit. Et donc, Nancy finit par lui dire, ok, ça se passera pas sous mon toit. En fait, on a l'impression que c'est plus pour qu'elle lui lâche la grappe, quoi, parce qu'on a vraiment marre de Célia qui est chiante. Donc, elle lui promet ça. Et voilà les ados qui reviennent avec les pizzas. Et Queen voit immédiatement l'ours en peluche qui est posé sur la table et elle comprend tout de suite les projets de sa mère et elle fait comme si de rien n'était, puisqu'évidemment sa mère ne sait pas qu'elle sait. Et elle fait genre « Oh, mais c'est l'ours en peluche, mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et là, sa mère lui répond « Mais enfin, c'est l'ours en peluche de notre cellier. » Donc tu vois, c'est déjà le truc, elle prend vraiment ses enfants pour des neuneux. Et Queen qui dit « Ah, mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Bah oui, mais je l'ai ramené pour le prêter. Nanana. » Queen qui dit « Oh, mais moi j'aimerais bien le mettre dans ma chambre. » Alors, tu penses bien que là, Célia trop heureuse de pouvoir claquer l'ours en peluche dans la chambre de Queen, puisque son Nancy vient de lui promettre que ça se passerait pas chez elle, sous son toit. Enfin, pas sous son toit. Et donc, alors là, Célia, c'est victoire dans sa tête, quoi. Feu d'artifice, elle dit, oui, mais vas-y, reprends-le, mets-le dans ta chambre. Bon, la scène se termine comme ça. Évidemment qu'il est pas venu. Il veut pas prendre sa raclée. Merde! Attention! Non, c'est bon! Il a un pistolet! Arrête! Arrête! Mais arrête! Je peux pas! Le rose te va trop bien, petit con! Alors c'est qui la mauviette? Et on retourne, alors petit aparté à l'école où tout le monde est en pleine victoire, puisque Shane, lui, caché dans un arbre, saute sur ses camarades, entre guillemets, de foot qui le harcèlent, avec un pistolet plein de peinture pour arroser le petit Devon, là, il l'a traité d'orphelin. Et il est vraiment en mode warrior, parce que c'est son frère et Queen lui avait dit, mais pourquoi tu l'as pas attaqué plus que ça? Tu lui as balancé une canette, mais tu l'as loupé. C'était la discussion qu'ils avaient auparavant au match de foot. Et donc là, Shane, qui écoute bien les conseils de son frère, s'est pointé avec un pistolet à eau normalement, mais dans lequel il a mis de la peinture rose. Et voilà, il se défoule sur Devon et finalement, on ne sait pas ce qui va lui arriver, mais on sait qu'il va se faire exclure puisque c'est à l'école. À base de gouache violette ou quelque chose comme ça. Rose. Oui. Rose. Alors, c'est qui la mauviette? la fameuse revanche. Avec le petit rire machiavélique. Ouais, il cache bien son jeu, le petit. Il cache bien son jeu. Ça rappelle vraiment quelque chose qu'on a pu voir dans Malcolm. Sympa, mais déjà vu tellement de fois que bon. Alors, enfin, retour à la maison de Nancy qui tombe sur Silas et Queen qui ont séché les cours pour, deviner quoi, s'envoyer en l'air dans la chambre d'amis. Mais Nancy, techniquement, lui dit Queen, mais on n'est pas sous votre toit, puisqu'ils sont juste sous le Velux qui est ouvert là. Donc plutôt maligne comme réponse. Elle a du répondant, Queen, elle est assez... Enfin, c'est marrant parce que son côté sournois est aussi grand que la dureté de sa mère. C'est assez intéressant à observer. Elle est à bonne école avec sa mère. Hein. Ah ouais. Et l'avant-dernière scène, c'est là où on découvre une Nancy qui va mal et elle se rend chez Conrad et sur le pas de sa porte, Conrad donc l'ouvre, la porte, elle tombe, elle s'effondre et tombe dans les bras de ce dernier. Mais c'est pas complètement fini les amis parce que on peut pas finir sur une note triste. Non. Conrad qui appelle Elia à l'intérieur, j'adore Elia qui dit qu'elle bouge son cul de petite blanche, l'esclavage c'est fini. J'étais mort. Chercher un bout de gâteau, je sais plus quoi. Ouais. Ah, j'étais mort. Ah, c'est tellement drôle. Et enfin, scène finale, Célia est chez elle, posée tranquillement. Elle mate la vidéo de la caméra de la peluche qu'elle a récupérée. Où le petit câble de branchement est donc dans l'anus de l'ours. Hein. J'aime beaucoup ce petit détail qui m'a fait énormément rire. Évidemment. Et elle tombe sur une vidéo, mais elle tombe pas sur ce qu'elle pensait trouver. Oui. Elle tombe sur... Pas les bons protagonistes. Une bonne sextape, mais de son mari, qui se tape sa prof de tennis. Donc il y a ça pendant quelques minutes, puis la vidéo se coupe, comme un nouvel enregistrement qui commence,
Et là, on voit Queen, la fille de Celia, faire plein de doigts d'honneur à la cam en mode fuck. Et Celia, devant sa télé, qui insulte sa fille, je vous passe les insultes, et conclut le pilote en disant « J'aurais dû me faire avorter ». Et c'est ainsi que le pilote de Weeds se termine. Allez, dernier mot. Anne, là-dessus. Oui, parce qu'en fait, la vengeance de Queen, elle est extraordinaire, parce que déjà, dans la scène où elle voit l'ours, on entend rien qu'à son ton et à la façon dont elle joue, genre, oh, le petit ours, et la petite musique, un peu genre, on sent tout de suite qu'elle prépare un truc, et du coup, il y a un côté super jouissif à la fin de l'avoir avoir planifié son truc, et Celia qui est juste genre, mais hyper froide en plus, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'elle est là, genre, j'aurais dû avorter, genre vraiment. Ah oui, mais elle est complètement étanche, quoi. Ah tu ouais, vois, ouais, et même quand elle voit son mari juste avant, ce que t'as pas précisé, c'est que le mari, apparemment, il s'oriente toujours vers cette histoire de raquette dans le cul, hein, parce qu'on voit que. Donc si elle a vu tout ça avant, je pense que le fuck de sa fille, finalement, je sais pas si c'est ça qui fait que, comme tu dis, ça passe assez crème. Je ne sais pas. Si on peut éviter d'utiliser l'expression passer crème avec l'histoire de raquette, c'est quand même mieux, je trouve. D'ailleurs, l'un d'entre nous joue au tennis, il me semble. Oui, mais moi je la mets pas à cet endroit-là. Alors, mais tout seul, tu ne peux pas, c'est parce que tu ne prends pas de professeur. Non, mais ça va pas, non. Le podcast, il est censé être tout public. Oui, bah bien sûr, depuis tout à l'heure, on parle de trucs carrément sexuels. Attends, on n'y peut rien. Hein. Tu mettras un moins 18, interdit au moins de 18. Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, c'est pas une série qui est vraiment tout public. Bon, ça suffit, on se reconcentre. La conclusion, Hélène, t'as satisfaite, toi, donc? Ah oui. Alors moi j'ai trouvé que ces dernières scènes là c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce qu'on découvre un peu quand même que Nancy elle est pas bien du tout et on voit vers qui elle va pour se faire consoler donc voilà et que on sait pas trop ce qu'elle fout dans cette ville le rôle qu'elle joue là-bas parce qu'elle se donne on voit qu'elle porte un masque. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le coup de l'ours, c'était une bonne vengeance. Pas sous mon toit. Je trouve que Queen, elle est très rigolote et très maligne. Nancy, on voit qu'elle porte un masque et ça a l'air d'être un personnage beaucoup plus profond que ce qu'elle a l'air d'être. Et Celia, on n'est pas déçus. Non, moi, Celia, j'ai pas été trop étonnée. J'aime bien le fait aussi qu'on nous laisse potentiellement penser qu'il peut se passer quelque chose entre Nancy et Conrad aussi. Ça, c'est plutôt bien amené. On sent tout de suite un lien entre les deux. Et tu vois, Nancy, ça l'intéresse pas de mélanger le professionnel et le personnel, et pourtant. Ouais, mais pourtant, chez qui elle va se réfugier quand elle est au bout du gouffre, voilà, on voit tout de suite, quoi. Ça fait vraiment écho au début où on voyait aussi que c'était l'endroit où elle se sentait bien et qu'elle était plus à sa place là-bas, quoi. Ça s'arrête là, c'est fini. Hein. On a fait un bon débrief sur la série Weeds. Je vous propose un extrait juste après, évidemment, la notation. It's 16 miles. Hey. Promised land, and I promise you, I'm doing the best I can. Now don't fool yourself. Hell yeah. Bring out that pie you made last night. The white lady having the time of it here. Come on. Get her skinny ass in here and get her own damn pie. Slave days is over. Alors très vite, quand même, c'est difficile de parler de Weeds aujourd'hui en 2024. 2024, justement, c'est l'année du retour du revival de Weeds qui a été annoncé en mai 2023. Oui, Showtime, qui l'avait diffusé entre 2005 et 2012, veut miser à nouveau sur cette série. Mary-Louise Parker, désormais, est quasiment sexagénaire. Hein. Je ne sais pas si, Anne, tu l'attends avec impatience ou au contraire avec une certaine appréhension, ce revival. Franchement, plutôt avec appréhension, en fait. J'attends de voir. Je suis prête à me laisser surprendre. Mais c'est vrai que moi, je trouve que vraiment, les 3 premières saisons sont vraiment les meilleures. Et après, ça a très vite décliné. On l'a dit, il y a eu 8 saisons. C'est un peu long. Et vraiment, les dernières, je te dis, je sais même plus si je les ai vues. Je pense que j'ai été jusqu'au bout de la série, mais vraiment, j'en ai aucun souvenir, quoi. Pour moi, Weeds, c'est c'est le début, quoi. Donc là, je suis curieuse, on va dire, mais un peu, avec un peu d'appréhension. Ouais, je me demande bien ce qu'on va pouvoir nous raconter. Et
Moi, j'ai vu que les 3 premières saisons. Je vais en reparler peut-être dans la notation, mais je sais pas, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour en 3 saisons. Donc, par contre, il y a des cliffhangers incroyables. On est dans la partie spoiler autorisée. Pour les fidèles, vous le savez, hein, ça arrive qu'on sorte du pilote et qu'on raconte un peu les séries. Je parle vraiment avec mes souvenirs, hein, alors qu'on commençait pas à me tomber dessus en me disant c'est trompé, Junior, oui, pardon. Mais juste. Pour ça, j'en suis sûr à 200%, je m'en souviens très bien, ça m'avait marqué. L'héroïne donc deal de la weed et en saison 2, donc elle finit par tomber amoureuse d'un homme et tout, elle passe une nuit avec lui et le cliffhanger de la fin de la saison 2 est extraordinaire parce qu'elle a fini de passer sa nuit avec lui, elle se lève, elle a froid et tout, elle chope le premier truc qu'il y a sous la main, elle est chez ce mec, elle prend une veste, elle l'enfile et sur le dos, qu'est-ce qu'on lit comme mention, Anne? Ça veut dire que tu l'as vu. NRA. Donc la DEA, un flic de la Voilà. DEA. Son pire ennemi, quoi. En fait, le mec qui est censé l'arrêter, elle se l'est tapé. Donc j'ai trouvé ça plutôt malin comme cliffhanger et tu te dis, en saison 3, mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc un organisme de lutte contre la drogue. Voilà, ça m'avait marqué. Après, je sais pas, en 3 saisons, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai pas trop aimé le cliffhanger de la fin de la saison 3, avec cet incendie qui envahit Agrestic. J'ai trouvé ça assez mauvais, moi. Du coup, la saison 4, c'est plus à Agrestic, en fait. Après, ils déménagent plusieurs fois et du coup, on perd ce qui faisait le charme des premières saisons, ce côté petite banlieue tranquille. Et c'est un peu dommage, quoi. Moi, je sais que c'est ce qui m'avait manqué après dans la suite. Par contre, un truc très étonnant, je fais une petite digression, mais c'est que j'étais persuadée que le personnage d'Andy, qui est un de mes personnages préférés de la série, était déjà dès le début de la série. Et en fait, pas du tout. On en parle vite fait, on sait que c'est lui qui l'a mise en lien avec les fournisseurs de drogue. Mais voilà, Andy, c'est son beau-frère, et c'est un personnage qui apparaît dans quelques épisodes et qui est hilarant. Voilà. On l'a pas dit, le mari de Nancy s'appelle Judas. Oui, ils l'ont Et dit. le frère, donc c'est Andy, en effet, il est complètement barge, lui. Hein. Ah, il est complètement barge. Mais il était assez génial comme perso. Bon, voilà, ça c'était notre petite excursion sur Weeds. Je vous laisse faire votre propre avis, hein, vraiment, si vous avez envie de continuer. Mesdames, j'espère que vous êtes prêtes pour votre note. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait après tout ce qu'on a dit. Sur ce, faut pas manquer de l'ours. Je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci. Bien sûr, les forces, les faiblesses comme d'habitude. L'échelle de notation que j'ai piquée au magazine L'équipe. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen comme les vannes d'Hélène ce soir, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Un rappel du classement général top 5 et flop 5 que je vais faire juste après. Je me demande bien où va se classer Weeds, attention. Mais on écoute Anne. Quelle note donnes-tu à ce pilote de Weeds? Alors j'ai pas mal hésité, je t'avoue, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui me plaisent beaucoup dans ce pilote. L'écriture, je la trouve très très forte. Je trouve que les personnages sont tout de suite très identifiés, très carrés. Il y a plein de préparation paiement et de blagues qui durent tout l'épisode, qui fonctionnent très très bien. Et en même temps, je trouve que des fois, il y a un peu trop de choses qui se passent en même temps, surtout dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié de l'épisode, avec toutes les histoires sur ses enfants et tout ça, qui partent un peu dans tous les sens. Et du coup, j'hésitais un peu au niveau de la notation, et donc je vais couper la poire en deux, et je pense que je vais mettre 7,5. Voilà. J'hésitais entre 7 et 8, donc je me suis dit, voilà. Donc entre bon et très bon. Ouais. Bon, je pense que je vais encore passer pour le méchant dans cette émission, mais j'ai l'habitude. Donc 7,5 pour Anne, c'est une bonne note. Hein. Vous êtes très généreux, hein, ça commence à un peu me courroucer, pour utiliser un mot châtié. Parce qu'après, Hélène, ta note sur le pilote de Weeds? Alors moi, quand j'ai découvert la série là aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était très très caricatural. Ça m'a trop fait penser à d'autres séries qui existent déjà. Ok, j'ai ri, mais c'était des choses quand même assez attendues. C'est original, mais bon, je trouve que c'est un peu trop brut de décoffrage. Enfin, il n'y a pas tellement de mystère pour moi. Après, c'est un pilote, donc si ça se trouve, il n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la série. Parfois, on a de très bons pilotes et la série est nulle et il donne tout dans le pilote et il n'y a plus rien après. Mais moi, le pilote m'a pas donné envie de continuer, donc je mets 5. Ah,
Finalement, je serais peut-être pas si méchant. C'est un pilote Parce que moyen. j'ai trouvé ça super caricatural, trop desperate, Zorro, voilà, tous les clichés sont là, tous. J'ai pas été vraiment étonnée de quoi que ce soit dans ce que j'ai regardé. Maintenant, j'imagine que, voilà, pour te dire que le pilote de GOT, je n'avais pas aimé. Quand j'ai regardé GOT la première fois, l'épisode pilote, j'ai arrêté tout de suite. Et c'est ma série préférée. Ça ne veut pas dire que Weeds, c'est nul, mais j'ai mis 4 ans avant de reprendre GOT après avoir vu le pilote, tellement j'avais été déçue. Donc là, je suis déçue aussi. Ça ne veut pas dire que pour autant, je ne regarderai jamais Weeds. Peut-être que c'est très bien par la suite, mais là, le pilote, j'ai pas accroché du tout. Bah, je vous le disais, la blonde, la brune, l'enfant harcelé, qui sont obnubilés par le sexe. Ouais, trop caricatural, vraiment. C'est vrai. C'est un aspect aussi qui est intéressant à souligner. Et je le valide. Et moi, ce qui me fait perdre des points, c'est tous les, comme disent les anglo-saxons, les chit-chats, les bavardages. Ça enlève des points. Alors, juste, j'ai pas fait les choses dans l'ordre aujourd'hui, ça va pas du tout. 7,5, coefficient 3 pour Anne et Hélène, coefficient 2, 5. Et ben moi, je serai entre vous deux, je vais mettre la note de 6. Aussitôt vu, aussitôt oublié pour moi. Même s'il y a des moments drôles, tu vas t'exclaffer 2 secondes et tu vas vite en sortir. Et surtout, ce qui m'a déplu, c'est tous les chit-chats, ces bavardages, pardon d'utiliser des anglicismes, des small talk, toutes ces discussions qui ne font pas avancer grand-chose et qui polluent un peu la dynamique de la série. Oui, c'est couillu, c'est irrévérencieux, c'est cru, c'est évidemment pas du tout en phase avec les valeurs des années 2020. Ça passe plus aujourd'hui sur plein d'aspects, grossophobie, des vannes qui pourraient être considérées comme racistes, sexistes ou homophobes, évidemment. Donc ça aide pas non plus. Mais au-delà de ça, le charme de Mary-Louise Parker et la cruauté des personnages, ça va un temps, quoi. Ça a été précurseur de Succession. Ça va un temps. Au bout d'un moment, je pense que c'est ça aussi qui m'avait fait arrêter et qui fait que le plaisir est pas immense sur ce pilote. Il n'y a pas vraiment une personne à laquelle tu peux te raccrocher, peut-être Shane, mais Shane me fait trop penser à Malcolm, donc je sais pas trop comment... Malcolm en moins bien, je préfère Malcolm. Mais voilà, donc je mets 6 au classement. Dans les 5 pires séries, 25e Malcolm, 26e Undo Stress, 27e Emily in Paris, 28e Art les cœurs à vif et 29e Les mystères de l'amour. Et dans le top 5, ça n'a pas bougé. Hein. Toujours Buffy 5e, 4e Doctor House, 3e Stranger Things, 2e Seinfeld et première The Crown. Ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas aujourd'hui puisque la note de Weeds est de 6,35. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le classement ? 6,35, la série se classe à la 23e place, entre Smallville, 21e, et Planqueur, donc c'est vers le bas. Et je trouve que c'est plutôt correctement payé, en fait. Anne, peut-être que tu as encore envie de défendre la série avant qu'on se dise au revoir. Non, mais après, ça s'entend. Après, moi, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a aussi l'effet de nostalgie. C'est une série que j'ai adorée et qui date... Comme disait Hélène, c'est beaucoup vu et tout ça, mais en fait, il faut se rappeler que c'est une série qui a été précurseur à ce niveau-là dans plein de domaines. C'est-à-dire que maintenant, oui, il y en a plein qu'on copié et qu'on a vu du coup ça plein de fois, mais en fait, à l'époque, ça se voyait beaucoup moins. Enfin, c'est avant Breaking Bad, c'est avant plein d'autres séries, donc... Voilà, c'est juste remettre en contexte aussi. Et je pense que moi, j'avoue qu'il y a l'effet nostalgie et je trouve ça assez savoureux, quoi. Les dialogues sont vraiment savoureux, justement. L'écriture est très, très bonne, quoi. Et c'est super intéressant aussi de regarder les séries d'hier pour mieux comprendre celles d'aujourd'hui. Alors, je parle comme... Exactement. Mais c'est vrai, il y a un liant qui est super intéressant à observer. Ben, ça donne cette note-là, hein, donc on verra la prochaine série. J'ai pas encore décidé quelle sera la prochaine série au programme. Donc pour rappel, les 8 saisons de la série Weeds sont à voir ou à revoir sur la plateforme OCS TF1+, mais bien évidemment, elle est aussi disponible pour ces 8 saisons, donc aussi en DVD. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Anne, d'avoir participé à ce nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ensuite, un grand merci à toi, Hélène, pour ta participation à ce nouvel épisode. Merci de m'avoir invité pour cette émission parce que je voulais le regarder.
Parfait, je t'en prie, t'inquiète pas, la prochaine série sera bien pourrie, je m'en assurerai. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode de PPP que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur votre appli podcast préféré. Sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, @Pilote Parfait, ou sur Insta, la saison des séries. Un grand merci à vous, amis auditrices et auditeurs, vous êtes géniaux de tenir la distance, nous écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.